Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est Thomas, c'est sur la chaîne Il était un jeu. Je vous retrouve pour, vous avez l'habitude maintenant pour mon top. Je suis un petit peu en retard, c'est le top de mon mois d'août 2021, les jeux qu'on a préférés, les jeux auxquels on a le plus joué pendant ce deuxième mois d'été, qui n'a pas été riche, on va dire, en sortie, mais il y a quand même quelques jeux qui nous ont marqués, qu'on a apprécié énormément, et c'est pour ça que je vais vous les présenter tout de suite. Il y a du jeu d'ambiance, il y a du gros jeu expert, un jeu à cocher qu'on adore, et bien sûr, comme souvent vous en avez peut-être l'habitude si vous êtes fidèle de la chaîne, tout à la fin de cette vidéo, le jeu enfant qu'on a découvert ici à la maison en ce mois d'août. Eh bien, je vous laisse vous installer confortablement, on va découvrir donc les 3 jeux plus le jeu enfant, notre top du mois d'août. C'est parti! Allez, en 3e position, on va commencer par un jeu d'ambiance, un jeu frénétique, un jeu aussi asymétrique. Je vous en ai parlé très récemment sur Instagram parce que ce jeu, c'est Rush Out. C'est Sit Down qui nous propose ça. C'est créé par Thomas Dupont et illustré par Alexandre Bonvalo. C'est de 3 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes environ à partir de 8 ans. Tout le monde peut y jouer, mais attention, c'est pas si facile que ça. Le but d'un Rush Out, c'est des héros qui vont essayer de se faufiler dans une sorte de donjon finalement pour échapper à un sorcier. Moi, ça me fait penser de suite, je vous le dis, à Mario Party, un célèbre jeu party game qui était sorti sur les consoles de Nintendo, sur quasiment chacune des consoles depuis la Nintendo 64, un jeu, une série que j'adore, et vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est totalement asymétrique, c'est le sorcier en solo contre tous les autres héros qui voudront jouer, donc entre 2 et 4 héros. Et le but du jeu, ça va être d'essayer, donc pour les héros, de sortir du donjon et pour le sorcier de tout faire pour les empêcher. Et ça va être symbolisé tout simplement par une pioche. Chaque partie, chaque équipe finalement a une pioche qui lui est propre et il va falloir essayer de s'en défausser. Le premier qui aura défaussé totalement sa pioche aura gagné la partie. Comment ça va se jouer? Ça se joue uniquement avec des dés. Et ces dés, eh bien, le sorcier en a 5 en sa possession, les dés noirs, et en fonction des héros, chacun aura 3 dés de sa propre couleur. On va devoir les lancer frénétiquement ici, car il n'y a pas du tout de tour de jeu. Chacun va essayer de faire les combinaisons le plus rapidement possible pour tenter, le plus rapidement possible encore une fois, d'avoir le symbole qui sera représenté sur une des cartes de notre plateau. Et une fois que l'ensemble des symboles d'une carte définie sera complété, eh bien on pourra la défausser, peut-être activer un pouvoir notamment pour le joueur qui jouera le sorcier, et on remettra une carte, et ainsi de suite. Le jeu est totalement évolutif, c'est-à-dire qu'il y a 2 entraînements pour se chauffer un petit peu, pour comprendre les règles, même si elles sont vraiment très simples, et ensuite il y a 6 scénarios, évolutif donc comme je vous le disais, avec des nouvelles règles, donc je vous spoil pas, des nouvelles cartes aussi qui vont se mettre en place, des nouvelles conditions de victoire, mais aussi des nouvelles conditions de défaite, avec l'apparition d'un dragon notamment, l'apparition d'âmes qu'on va pouvoir les récupérer, de dégâts que le sorcier pourrait infliger aussi aux héros selon certaines actions, bref. Les cartes, elles sont super bien illustrées, j'adore vraiment les graphismes, le jeu est vraiment frénétique, on va à chaque fois lancer, parce que on ne pourra pas mettre les dés n'importe où. Si on a décidé de se positionner sur une carte, on ne pourra que compléter cette carte. On aura la possibilité de récupérer nos dés peut-être pour se mettre ailleurs, mais on ne pourra pas forcément les sélectionner. À chaque fois, on devra tout relancer. Et tous les héros ne pourront pas tous se positionner sur une seule et même carte. Seulement 2 héros sur la même carte. Donc ça va mettre un petit peu de complexité dans le jeu. Et c'est ça aussi, il est vraiment pas facile. Quand celui qui va incarner le sorcier, je trouve en tout cas pour les premières parties, a carrément l'avantage vis-à-vis des héros qui devront coopérer astucieusement, communiquer vraiment très rapidement pendant que le sorcier lui continuera de lancer ses dés et donc de compléter ses cartes. Rush Out, surprise, jeu d'ambiance qui m'a vraiment surpris, qui nous a surpris ici à la maison. Et Sit Down, ils font à chaque fois des jeux d'extrêmement bonne qualité. Je vous avais proposé il y a quelques mois, c'était le jeu familial, c'était Dive, qui était vraiment très très beau. Ici aussi, la finition, l'édition est vraiment au top, avec un thermoformage à l'intérieur pour faciliter la mise en place, qui est vraiment très appréciable pour ce genre de jeu. Donc Rush Out, c'est mon top 3 de ce mois-ci.
On passe directement à la deuxième position et si vous êtes fidèle de la chaîne, vous le savez, les jeux à cocher, ça fait partie des jeux qu'on apprécie énormément ici à la maison. Il y en a un dont je ne vous avais pas parlé, qu'on n'avait pas dans notre ludothèque parce que le voisin qui est juste derrière l'a déjà et on y a joué, on l'a quasiment torché. Et ce jeu, ça combine donc le jeu à cocher, le Roll and Write, et les dinosaures. Donc c'est quelque chose que je pouvais que apprécier. Et là, il y a la version numéro 2 qui vient de sortir avec Varuna, Déméter numéro 2. C'est toujours Sorry Ria French qui édite ça. Il nous propose ça, des parties de 20 minutes à partir de 14 ans parce qu'il n'est pas si facile que ça en fait. Et c'est à partir de un joueur et à autant que vous voulez dans ce genre de jeu, c'est toujours de la même façon. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, pas grand-chose, en tout cas dans les sensations de jeu. C'est toujours la même chose, sauf que ici déjà, c'est pas du tout le même environnement. Avec les dinosaures, dans les jeux, c'est souvent ce qu'ils font. Ils nous mettent quelque chose d'assez terrestre pour commencer, et ensuite on va aller explorer les domaines aériens et aussi les fonds marins. Et bien là, avec Varuna, on le voit avec cette boîte qui est toujours dans le même style graphique que j'adore, très cubique, on va aller explorer les abysses. Et c'est ça aussi qui fait la différence parce qu'on va vraiment explorer. C'est-à-dire que déjà le départ est totalement asymétrique, alors que dans Déméter numéro 1, on pouvait se positionner où on le souhaitait pour débuter la partie. Ici, on va devoir choisir tout en haut une des 3 positions. Et cette position va être déterminante parce qu'on va devoir déplacer notre sous-marin pour aller découvrir de nouveaux dinosaures, mais aussi peut-être pour encercler les bonus qui seraient entre les lignes et pouvoir ainsi faire les combos comme dans Déméter numéro 1. Ce sous-marin, il a aussi la capacité, la possibilité d'être customisé pour potentialiser les actions. Potentialiser nos actions de déplacement avec ce sous-marin justement, potentialiser notre sonar qui va nous permettre de découvrir des dinosaures peut-être un petit peu plus loin et d'évoluer le long de la ligne de chacun des dinosaures. De potentialiser aussi la façon d'aller étudier, comme toujours avec les petites flèches jaunes, d'aller étudier ces fameux dinosaures, etc. Il y a pas mal de choses à faire, mais aussi de le blender. Parce que la particularité aussi de ce jeu, c'est que nos choix vont être un petit peu, peut-être, incités. Il y a des cartes qui vont être symbolisées par une sorte d'éclat, et ça va nous mettre des dégâts. Mais ces dégâts, on ne les prendra que si on ne choisit pas la carte avec les dégâts. Et c'est là tout aussi la façon de réfléchir un petit peu différente. Est-ce qu'on se prend volontairement des dégâts? Il y aura peut-être même des objectifs de fin de partie qui nous incitent à prendre des dégâts. Ou est-ce que je vais essayer de ne pas me les prendre pour ne pas perdre des points, parce que ça sera des points bien évidemment en malus. Une autre spécificité, une autre nouveauté de Déméter 2, c'est les jetons découvertes qui sont symbolisés par le scaphandre, qu'on va mettre au hasard en début de partie là aussi, comme les objectifs, juste en dessous des objectifs principaux, et qui vont nous permettre d'accumuler, voilà, vous voyez ces sortes de petits escargots, je ne connais plus le nom de dinosaures, donc des fossiles, et aussi un bonus immédiat, mais pour les avoir, là aussi, il faudra remplir certaines conditions, peut-être aller jusque tout en bas, on peut les voir ici, les scaphandres, les encercler pour pouvoir choisir le bonus qu'on veut, aller aussi du côté de notre sous-marin pour le faire évoluer, augmenter ses capacités, évoluer sur le côté gauche de notre grille de score et aller ainsi choper un petit peu ce scaphandre en plus. Bref, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va se jouer. Les objectifs sont pas forcément renouvelés, les sensations de jeu sont quasiment les mêmes, mais c'est un peu plus appréciable. Mais comme toujours, c'est un jeu qui me frustre, parce qu'on a envie de faire plein de choses, on a planifié des choses, et puis finalement, avec les tours de jeu, ça va vite arriver, et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, et notamment compléter les objectifs. Les objectifs, ils ne sont pas acquis dès le début. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il va falloir les débloquer. Et il arrive parfois, et surtout dans nos premières parties, que ces objectifs-là, on n'arrive pas à les débloquer, et donc si on ne les débloque pas, même si on avait rempli les conditions de victoire, on aura 0. C'est ça qui est un petit peu frustrant, mais c'est ce qui fait un petit peu le grain de sel aussi de cette série, qui s'est vraiment démarqué ces derniers mois par son accessibilité, sa difficulté finalement aussi, mais aussi par sa courbe de progression d'apprentissage au fur et à mesure des parties pour tenter d'avoir le meilleur score. Varuna, c'est pas plus difficile, c'est tout aussi bon, mais avec le côté asymétrique de départ et l'évolution de son propre sous-marin, je trouve que ça donne un petit peu plus de sel à ce jeu. Je pense que Déméter sortira plus trop après celui-ci, il est bonifié, et tout aussi bon finalement, donc je peux que vous le conseiller. C'est mon numéro 2.
Et mon numéro 1, là on parle d'un très gros jeu. Il n'était pas sorti ce mois d'août, je me le suis procuré cet été, le temps de le savourer, de lire les règles, de regarder aussi quelques vidéos de règles. Ça m'a peut-être donné envie de vous en proposer une vidéo de règles dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse aussi dans les commentaires. Parce que c'était un jeu qui était sorti, je crois, fin d'année 2020 et qui est en rupture de stock que j'ai pu me procurer enfin. C'est Praga. Je vous épargne le latin qui est juste en dessous. On va juste l'appeler Praga. L'auteur, Vladimir Suchý. Pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, c'est le célèbre auteur aussi du très apprécié Underwater City. Gros jeu, catégorie expert. Ça commence à 1 joueur, on peut jouer en solo. Comme toujours, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas trop vous en parler. C'est jusqu'à 4 joueurs à partir de 12 ans. Ça risque d'être un petit peu chaud, je mettrais plutôt 14 moi. Et pour des parties de 45 minutes, en tout cas si vous jouez solo et que la mise en place a déjà été faite parce qu'elle est assez longue, jusqu'à 150 minutes, ça c'est ce qui est marqué sur la boîte. Praga, on rentre totalement dans le thème de la construction de la ville de Prague. Déjà, Praga, c'est extrêmement beau. Regardez-moi ce plateau et encore, je ne sais pas si je vais arriver à le filmer en entier tellement il est immense, très coloré, très détaillé, mais une fois qu'on l'a amadoué, vous verrez, c'est extrêmement simple de s'y retrouver. Parce que toutes les zones de ce magnifique plateau ont toutes un sens et représentent la ville de Prague d'avant. On retrouve son pont, son célèbre pont, notamment qui sera fortifié avec des œufs, parce que ça va être une des ressources du jeu. C'est très bien détaillé dans le livret, c'est la petite anecdote qui fait plaisir. Les constructions 3D qu'on pourra utiliser, mais qui sont optionnelles, mais ça donne un petit peu grain de sel aussi dans ce jeu, de la cathédrale et du mur de la fin, où on va pouvoir évoluer selon les actions qu'on va faire. La route royale pour accéder justement au pont dont je vous parlais, la ville d'en bas, la ville des riches qui est juste de l'autre côté de la route, etc. Il y a pas mal de choses à faire, mais l'essence même du jeu reste très simple, très abordable, parce que tout en haut à droite de la carte, on trouve une grue, une sorte de roue. Cette roue, chacun son tour, on va choisir un élément de cette roue. Plus l'élément en général sera convoité et il aura des malus. Des malus, ou en tout cas un coût pour accéder à cette tuile. Et sur cette tuile, il y a 2 choix. Peu importe la position de cette tuile-là, on pourra choisir une des 2 actions. Et ces actions, elles sont au nombre de 6, elles sont représentées sur notre plateau personnel et qu'on pourra faire évoluer, moduler au fur et à mesure de la partie pour nous donner toujours plus de possibilités. Si au début on pourra faire qu'une seule action, et bien après on pourra peut-être en faire une, plus ça va nous donner autre chose, d'acheter autre chose, de récupérer des ressources, etc. Ça c'est plutôt du classique, mais ça reste très bon. Parce qu'une fois qu'on aura utilisé cette tuile, on va la replacer en dernière position et faire tourner la roue. Et ce qui va donner, ça me rappelle un peu Troy Dice aussi, qu'on avait pu vous présenter il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est que plus on va laisser attendre finalement ces tuiles-là, qui ne sont pas forcément convoitées, et plus celles-ci vont nous donner des points de victoire, des ressources supplémentaires, parce qu'en plus de récupérer cette tuile avec son action, il y aura aussi nos ressources qu'on pourra utiliser. Et parfois même, avec le symbole S, ça sera d'acheter des tuiles encore plus spéciales, le S de spécial. Et donc tout ça, ça va moduler un petit peu nos choix. Il va falloir être opportuniste, il va falloir bien réfléchir, parce que chaque action va compter dans la décision finale. Chaque action a vraiment son importance et chaque combinaison aussi entre les tuiles va avoir son importance. Il y a un plateau personnel qui est vraiment là aussi d'excellente facture avec 2 petites roues aussi sur lesquelles on va pouvoir accumuler comme souvent des ressources de pierre et des ressources d'argent, de monnaie qu'on va pouvoir mettre à contribution pour construire des murs ou acheter des tuiles de monuments qu'on va pouvoir placer dans notre ville et en fonction ça va nous donner des possibilités. Il y a énormément de choses à faire, c'est une grosse salade de points à la fin mais seulement sur quelques actions. Il faut surtout bien optimiser son jeu. Même si ça reste assez complexe dans son approche au tout début, ça reste un gros jeu, honnêtement, il est quand même assez abordable. La mise en place, elle est assez laborieuse, vous en avez pour une bonne 20 minutes pour tout mettre en place, mais une fois que les règles sont assimilées, ça reste très fluide, chacun peut voir un petit peu ce qu'il a à faire, il y a toujours quelque chose à faire, mais on essaiera toujours de maximiser ses possibilités, et surtout, c'est ça qui est aussi jouissif dans ce genre de jeu, c'est peut-être de piquer la tuile que l'adversaire voulait pour potentialiser son action, sa future action, et ainsi se placer un petit peu partout. Praga, même si on le catégorise chez les jeux, on va dire, experts, amateurs en tout cas de jeux de société,
qui demande de s'investir et d'y jouer et d'y rejouer pour découvrir toutes ces subtilités, même si dès la première partie, si vous y jouez, vous allez tout comprendre et voir le potentiel du jeu qui est assez exceptionnel, qui fait vraiment partie de mon top des jeux de cette année, ça c'est clair et net. Et on a toujours envie de tester d'autres façons de jouer, parce qu'on ne pourra pas tout faire dans ce genre de jeu. On a envie de découvrir un petit peu tout, mais on ne pourra pas tout faire. Les actions, elles sont vraiment limitées. Il n'y a pas de course au point ici. C'est vraiment, on va tous jouer le même nombre d'actions, mais on va essayer peut-être de jouer des actions supplémentaires en dépensant certaines ressources. Les fenêtres, qui sont très importantes dans ce jeu. Il y a 16 tours de jeu, et une fois que les 16 tours de jeu sont finis, on va regarder, bien sûr, dans chaque catégorie, ce qu'on a marqué comme score, ce qu'on aura maximisé. On veut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. On a envie de progresser le long de la route royale et accéder à ce fameux pont, mais on ne pourra pas tous peut-être le faire. On a envie d'évoluer sur la cathédrale et sur le mur de la fin pour essayer d'avoir des points qu'on pourra multiplier selon le nombre de jetons bleus ou rouges qu'on aura, mais on ne pourra peut-être pas accéder tout en haut en même temps. On a envie de se placer sur la ville pour essayer de combiner et d'accéder à la place centrale qui nous donnera des points immédiats, mais aussi en fin de partie. Attention, moi je me suis déjà fait avoir, je ne me rappelais plus qu'on pouvait les faire aussi en fin de partie, mais peut-être qu'on ne pourra pas tous y accéder. On a envie de moduler notre plateau de jeu personnel à fond sur chaque catégorie, on ne pourra pas tout faire. C'est ça aussi qui fait le bonheur de ces jeux. Chaque partie est vraiment unique. Chaque partie va aussi être dépendante des choix des adversaires en fonction de ce qu'ils ont pris. On va peut-être pas se lancer dans la course à la même chose, mais essayer peut-être de se placer sur une autre catégorie sur le plateau. Il y a tellement de choses à débloquer, il y a tellement d'actions à faire, il y a tellement de stratégies à mettre en place, de bluffs aussi à mettre en laissant peut-être, tiens vas-y prends là cette tuile, moi je m'en fous un petit peu, alors qu'en fait pas du tout, peut-être la récupérer au tour d'après, mais avec des points de victoire en plus. Bref, ça reste extrêmement beau, extrêmement qualitatif, extrêmement plaisant, et une fois que les règles sont assimilées, très facile finalement à jouer, même si la salade de points demande de s'investir, de bien comprendre dès le début, pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. On est nombreux à l'avoir apprécié. J'avais été un peu intimidé par le potentiel de ce genre de jeu, me disant est-ce que vraiment je vais le sortir, est-ce que vraiment je vais pouvoir le faire découvrir au plus grand nombre. Ouais. Ça demande quand même de bien connaître les règles, comme je vous disais, mais ouais, je pense qu'on peut le présenter à pas mal de monde. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont mis à partir de 12 ans, mais c'est le genre de jeu, n'y jouez pas qu'une fois, hein. Il faut vraiment le poncer, y jouer, y rejouer pour vraiment trouver toutes les possibilités du jeu, avec cette courbe de progression qui sera forcément là, et vous allez prendre toujours de plus en plus de plaisir à y jouer. Praga, c'est mon numéro 1. Et si on parlait de la catégorie enfant, il n'est pas sorti tout récemment aussi, c'est pas forcément des sorties récentes dont je vous parle, c'est un jeu qui a été primé du jeu enfant, qui a reçu l'As d'or du jeu enfant au Festival de Cannes, au FIGE, au Festival international du jeu en 2020, c'est Attrape Rêve, c'est Space Co qui nous édite ça, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans, on va revenir un petit peu là-dessus, pour des parties de 15 minutes. Honnêtement, on peut y jouer plus tôt. Notamment, il y a une variante, il propose à 3 ans. C'est pour ça aussi qu'on a attendu à la maison de se le procurer, de l'acheter, parce qu'on pensait que ça ne serait pas forcément abordable. Et en fait, on aurait peut-être dû l'acheter plus tôt, parce que c'est un petit peu trop facile, je trouve. Voilà, à la maison, elle a 4 ans, un peu plus. Et c'est peut-être un petit peu trop facile. Attrape Rêve, c'est le monde de l'enfance, de l'insouciance, mais aussi des cauchemars. Les cauchemars sont là pour embêter les enfants qui veulent tranquillement dormir, et donc on va essayer de les protéger avec des doudous. On a un cauchemar qui sera, un mauvais rêve, qui sera placé au centre de la table avec une multitude de cartes, et la taille de ce cauchemar, de ce mauvais rêve, va être décisif. Il y a pas mal de doudous qui seront à côté, des doudous qui sont d'une taille différente, avec la peluche de nounours qui sera la plus grosse et la licorne qui sera la plus petite. Mais si on regarde sur ces peluches, il y a aussi des petites étoiles. Le but, ça va être de placer, de choisir un doudou, de le garder pour soi, et quand tout le monde aura choisi un doudou autour de la table, on va pouvoir essayer de cacher ce mauvais rêve. S'il le cache en totalité, on va remporter un rêve, un joli rêve cette fois-ci, en fonction du nombre d'étoiles sur le doudou, et celui qui a le plus de rêves à la fin, qui aura complété son plateau personnel, aura gagné.
vous aurez compris que si je prends des risques, si je prends un doudou peut-être plus petit en se disant ça va le recouvrir en entier, eh bien je vais accélérer un petit peu le jeu et récupérer d'autant plus de rêves qu'il y a d'étoiles. Des petits reproches, je trouve que les cauchemars, ils sont pas très diversifiés, même si c'est pas si facile que ça finalement, même si je disais que c'était plutôt aisé à partir de 4 ans, c'est qu'on a vraiment du mal à apprécier un petit peu la taille des cauchemars, et c'est vraiment pas si facile que ça, en tout cas pour les plus petits. C'est pour ça qu'il y a un mode coopération à partir de 3 ans qui est proposé là aussi, et un mode un peu plus frénétique, où au lieu d'attendre que chacun choisisse à son tour de rôle le rêve qu'il souhaite mettre en place, eh bien ça va être premier arrivé, premier servi, on va le récupérer et le jouer par la suite. L'édition est vraiment très très jolie, le matériel est d'excellente facture, le carton est super épais, ça c'est très appréciable. Le pochon, c'est un oreiller tout doux, on va pouvoir récupérer les rêves, et chaque rêve qu'on va récupérer, c'est assez féerique aussi, parce que chaque rêve a une illustration différente, et le jeu nous le propose, et je vous le propose à vous aussi, évidemment, c'est de raconter un petit peu une histoire, un rêve, en fonction des jetons qu'on va récupérer et positionner sur son plateau personnel. On comprend qu'il a gagné donc dans cette catégorie-là. Je pense qu'on aurait peut-être dû le proposer un tout petit peu avant 4 ans. Et voilà, si ça peut vous donner envie, c'est un excellent jeu enfant qui risque, voilà, à 5-6 ans, je pense que déjà c'est un petit peu trop tard pour pouvoir le faire apprécier à vos marmots. Mais nous, on l'apprécie et c'est le jeu qu'elle nous demande encore, même avant de partir à l'école. Donc c'était notre top du jeu enfant recommandé ici, à la maison. Et bien voilà les amis, c'était ma sélection du mois d'août, avec un peu de retard, soyez indulgents, la rentrée, les vacances, tout ça, et bien c'est pas si facile que ça peut-être de tourner des vidéos, en tout cas de vous proposer toujours plus de vidéos, de ce qu'on a apprécié, pas forcément les jeux qui sont sortis ultra récemment, on peut pas tout acheter, mais en tout cas les jeux qu'on a pu découvrir et vous faire découvrir aussi peut-être des jeux qui sont sortis il y a quelques semaines ou quelques mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y en a d'autres qui vous ont tenté, des choses que vous avez découvert vous cet été et qu'il faudrait peut-être absolument qu'on se procure, dites-le nous dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les pouces, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de vous présenter toujours ces vidéos-là qui me font extrêmement plaisir de partager avec vous. Les commentaires, ça, vous m'en lancez par dizaines, ça fait extrêmement plaisir, et à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne et que vous voulez nous suivre dans nos aventures ludiques. Et bien comme toujours je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui est juste ici, qui va s'afficher pour aller découvrir les vidéos que je vous ai proposées, notamment aussi votre jeu du moment que vous me partagez, que j'ai hâte de mettre en ligne. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.